Merci de nous avoir rejoints pour cette toute dernière session de notre première édition du Paris-Saclay Summit. On va terminer en beauté avec cette interrogation. Une donnée de santé, ça ressemble à quoi et à quoi cela peut-il servir? On va en parler tout de suite avec Sarah Cohen-Boulakia, qui est professeure à l'Université Paris-Saclay. Elle est directrice adjointe du Data IA, l'Institut d'intelligence artificielle de l'Université Paris-Saclay. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. On a de la compétition, Sarah, vous le savez, parce qu'on est à 3 salles qui jouent en même temps pour ce premier événement. Il faut dire à notre public qu'il y a la ministre de l'Enseignement et de la Recherche à côté et que, donc, malheureusement pour elle, elle ne pourra pas assister à cette table. Et c'est dommage qu'elle aurait appris des choses, c'est sûr. Alors oui, et en l'occurrence, je vais me permettre de l'appeler Sylvie, c'est quelqu'un que je connais bien. Cette ministre, elle est quand même notre ancienne présidente, et donc tous mes collègues avaient largement prévu d'aller voir Sylvie, puis Sarah, et bon, je comprends qu'ils soient restés pour Sylvie. Entre les deux, mon cœur balance, ils ne savent pas ce qu'ils loupent. J'aurais fait la même. On a posé cette question en langage naturel, de façon très simple. Une donnée de santé, ça ressemble à quoi? À quoi cela peut-il servir? On a une petite idée derrière la tête, c'est qu'on se fait tous une idée de ce qu'est une donnée de santé. A fortiori, avec ce qu'on a connu il y a quelques années. Alors, on dit la Covid ou le Covid? Comme on veut. C'est vous qui savez avec le ça mieux Covid. que moi. Donc, j'aimerais bien qu'on éclaircisse ça assez rapidement, finalement. C'est votre définition qui m'intéresse en tant que professionnel. Qu'est-ce qu'on entend par données de santé? Qu'est-ce qui la caractérise? Alors justement, j'allais dire, les données de santé, leur caractéristique la plus forte, c'est qu'elles sont particulièrement hétérogènes et variées. On va avoir des données textuelles. Le rapport que fait un médecin de façon post-opératoire, par exemple, c'est une donnée textuelle. C'est un long texte avec pas mal d'informations à l'intérieur. On va avoir des données numériques, vos résultats sanguins, vos résultats d'analyse d'urine ou autres. C'est cette fois des données numériques, généralement cachées un petit peu dans du texte. Donc ça aussi, c'est un beau challenge au niveau extraction. On va avoir des données que nous, on appelle les informaticiens des données de signal. Alors derrière le signal, il y a du signal qu'on connaît bien, l'image. Donc typiquement une IRM, une radio. Et puis il y a du signal qu'on manipule peut-être un peu moins souvent, tout ce qui va être électrocardiogramme, électroencéphalogramme, où là en fait on a des séries de courbes. Et les données de santé, c'est d'abord à ça qu'on pense. Mais c'est pas tout. Derrière, par exemple, tout ce qui est codification des actes qui sont faits dans les hôpitaux. Donc, lorsque vous êtes hospitalisé, par exemple, on va dire, vous vous êtes tordu la cheville, on a fait une radio, on a fait un certain nombre d'examens. Ça a un code. Les médecins, les pauvres, sont amenés, en fait, à devoir saisir toute une série d'informations. Alors, je dis les pauvres parce que ça ne devrait pas être aux médecins de le faire. Par contre, c'est important d'avoir ces informations. Donc, elles servent à facturer. Elles servent à dire, oui, en l'occurrence, vous avez eu un certain nombre d'actes, donc il faut que la facturation soit associée à ces actes. Et derrière, en fait, ce sont des données de santé, puisque derrière ces codes, on va retrouver finalement la description, d'une certaine façon, de la maladie et des traitements que vous avez eu à subir. Historiquement, est-ce qu'on les a toujours considérés comme des données particulières et qui auraient une potentialité d'être valorisables d'une façon ou d'une autre, ou c'est une tendance qui est arrivée plus récemment ? Alors je dirais que les données de santé, on sait depuis toujours que ça fait partie des données qu'il va falloir exploiter mieux. Donc il y a un certain nombre de pays qui se sont emparés de la question un petit peu en amont de la France. Et en France, on a quand même cette tendance un peu à avoir peur facilement et à avoir cette idée que finalement il faut d'abord protéger, ce qui est bien. J'ai la CNIL dans l'oreillette qui valide, mais qui freine un petit peu une façon de l'innovation ou de... Alors je dirais qu'il n'y a pas que la CNIL, je pense même plus, j'allais dire, ne serait-ce qu'au niveau protocolaire. Prenons par exemple, quand on conduit, on met tous une ceinture de sécurité. Bon, vos enfants, ils rentrent dans la voiture et ils mettent leur ceinture de sécurité. Ça paraît normal, ça fait partie des règles. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Si maintenant, à chaque fois que votre enfant enclenche sa ceinture de sécurité, quelqu'un dans la voiture lui dit « Tu l'as bien mise, tu es sûr, hein, tu veux pas l'enlever, la remettre pour être sûr que c'est bien enclenché ?» Qu'est-ce que vous créez? Vous créez de la peur. Mais quelque part... Ma métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai un peu cette sensation. Ces données de santé, lorsque, par exemple, là, on voyait un patient parler de Caroline Robert, que j'ai eu la chance de rencontrer hier soir de l'Institut Gustave Roussy, c'est ce qu'elle décrivait hier soir, c'est qu'elle avait des patients qui étaient particulièrement attachés, en fait, finalement, à elle. C'est comme ça que je ressens ce qu'elle a décrit. Et qui, au bout de la 2e ou 3e fois qu'on leur demandait leur consentement, lui écrivaient une belle lettre en disant « Écoutez, docteur Robert,
Robert, on vous aime beaucoup, vous m'avez sauvé la vie, mais là, encore utiliser mes données de santé, mais non, là, vous les avez déjà utilisées dans 2 protocoles différents, pourquoi 3 ? Mais j'allais dire, c'est bien d'informer, mais enfin, là, on est en train de travailler pour la science, on est en train d'essayer de faire avancer des connaissances. Et donc, je pense que cette façon de demander systématiquement un aval, ça sous-entend que ça doit être dangereux de le donner du coup. Et donc, même dans des cas où en fait, finalement, on devrait naturellement le donner, eh bien, on ne le donne plus. Donc, un peu plus de souplesse. Donc, vous l'avez dit, c'est des données qui sont hétérogènes, en grand nombre, thématiques variées. Donc des thématiques de recherche qui pourraient s'intéresser à ces données qui sont vastes, spécifiquement dans le domaine de l'informatique. Est-ce qu'on peut les énumérer ? Est-ce qu'on peut... Alors oui, je dirais que les données de santé, c'est un terrain absolument magnifique pour tout ce qu'on va appeler l'interdisciplinarité. Alors à l'intérieur même de l'informatique. Moi, par exemple, les données de signal, c'est pas du tout ma spécialité. Par contre, je vais travailler sur tout ce qui va être intégration de données, vraiment les données au sens des bases de données, des clouds. Voilà, c'est plus ça mon domaine à moi. Mais même à l'intérieur de ces données, lorsqu'on parlait tout à l'heure d'annotation dans différents systèmes, mais on va avoir des représentations des connaissances. Alors tout ça, ça reste encore, j'allais dire, le même champ informatique, mais on peut s'ouvrir dès qu'on va mettre des algorithmes d'intelligence artificielle, du machine learning, des statistiques. On va commencer à rentrer dans un champ qui est finalement à l'intersection entre l'informatique et les mathématiques. Et puis il va nous falloir des bioinformaticiens, parce que quelque part ces données de santé, elles sont souvent maintenant aussi génomiques. Donc il va falloir comprendre ce génome. Et ces connaissances-là, les médecins ne les ont souvent pas. Donc on est vraiment intrinsèquement pour ces données de santé. Si on veut avancer, il faut faire de l'interdisciplinaire. Et on en est où là pour l'instant? C'est le balbutiement, les équipes se parlent, ou au contraire on se garde dans le champ de faïence, où chacun veut garder son précaré parce qu'il considère que la valeur de telle donnée elle sera supérieure dans son champ de recherche? Alors je dirais qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire de l'interdisciplinarité, et ça c'est absolument super. L'interdisciplinarité, j'ose toujours dire qu'au départ c'est douloureux. Parce que finalement, ça fait mal de ne pas être compris. On est en train de travailler sur un vocabulaire, on se cogne, on se heurte à des concepts qui sont très très différents des nôtres. Mais une fois qu'on y a goûté, probablement c'est comme, je ne suis pas sportive, mais si vous l'êtes, c'est comme s'entraîner tous les jours et puis à un moment donné se dépasser, arriver à atteindre son objectif au niveau d'une course ou autre. Ça rend particulièrement heureux. Là où on a quand même beaucoup de freins, dans notre société en particulier, c'est que finalement on valorise beaucoup plus les disciplines que l'interdisciplinarité. On a beau avoir tout, partout, écrit qu'il faut faire de l'interdisciplinarité, que c'est important, etc. Au moment où vous voulez passer professeur des universités ou autre, vous êtes quand même évalué par un comité qui va être d'informaticiens, de mathématiciens ou de biologistes. Alors la bioinformatique, fait partie des disciplines interdisciplinaires qui existent maintenant, mais ce n'est pas le cas partout. Et là-dessus, y compris dans les revues scientifiques et autres, on a du mal finalement à oser l'interdisciplinarité. Vous avez, je voudrais qu'on remonte en arrière, j'ai nommé tout à l'heure le Covid. Vous avez travaillé avec des données de santé assez fondamentales, les données Covid. Et là, on s'aperçoit quand on ouvre le capot, quand vous revenez sur cette expérience, que c'était quand même fait au petit bonheur la chance. Alors, je ne dirais pas ça forcément, je retire ce que j'ai dit, mais disons qu'il y a de quoi être surpris sur les outils utilisés, les capacités mises en place. Enfin, quand vous êtes arrivé, c'était un joyeux bordel. Alors, j'aurais dit que c'était une vraie... on était dans une situation inédite. Donc, il faut quand même se placer dans le contexte. Donc, moi, je me suis retrouvée en avril 2020. Ça faisait 15 jours qu'on était confinés en France. On était tous dans un drôle d'état. En particulier en recherche aussi. Il ne faut pas croire que du coup, hors de nos laboratoires, on n'avait rien à faire. On avait énormément de travail justement qui nous tombait dessus. Et là, je reçois un email donc, du PDG du CNRS, Antoine Petit, qui est adressé à moi et puis à un certain nombre d'autres collègues, nous expliquant que il existe un organisme donc international qui s'appelle Cochrane, dont la présidente Isabelle Boutron est donc présidente de Cochrane France, et qui peine, c'est son expression, à collecter l'ensemble des informations sur justement ce qu'on appelle les essais cliniques sur la Covid-19. Alors, j'avoue qu'ayant vu l'email, je ne savais pas trop bien comment l'interpréter. J'avais presque l'impression qu'il s'agissait de quelque chose qui allait être relativement simple à faire. Et pour autant, en tout cas dans la bouche de certains, et pour autant...
moi, j'avais la sensation que ça pouvait être particulièrement difficile. Et donc, je suis allée à cette première réunion. J'ai rencontré Isabelle Boutron et son équipe. Et là, j'allais dire, il y a eu un peu deux effets qui se coulent. D'abord, un effet où je me suis dit, waouh, ça, c'est une équipe qui en veut et qui est vraiment prêt. Ils n'avaient pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps. Mais c'était particulièrement impressionnant de voir avec quel systématisme ils avaient vérifié justement la qualité de chacune des informations qu'ils avaient reçues. Et en même temps, je me suis dit, non, c'est pas possible de les laisser comme ça. Donc, pour donner une idée, donc un peu un essai clinique, qu'est-ce que c'est ? On l'a vu dans le petit film juste avant. C'est finalement, donc moi j'ai pas travaillé sur les aspects patients, j'étais pas sur les données de patients, j'étais vraiment sur la description des essais cliniques. Donc le rôle de Cochrane France sur ces essais cliniques, c'était d'être capable de dire, en fait, voilà, quels sont les traitements qui à l'heure actuelle fonctionnent bien dans le monde. On ne parle pas en France, on est à horizon monde. Et donc, c'est l'OMS qui, normalement, collecte un certain nombre de données. Au lieu d'avoir quelques données par semaine, on en avait des centaines et des centaines et des centaines qui étaient modifiées d'une semaine sur l'autre, qui arrivaient par petits morceaux, qu'il fallait compléter en allant chercher le reste des informations ailleurs. Et donc, c'est ça qui était très impressionnant. C'était de voir à quel point, parce qu'il y avait pandémie, évidemment, les médecins, ils étaient face à leurs patients. Remplir les tableaux Excel et autres qui décrivaient leurs essais cliniques, oui, ils l'ont probablement moins bien fait que ce qu'ils avaient pu faire dans le passé. Mais j'aurais pas dit du coup que c'était un joyeux bazar. J'aurais dit que fondamentalement, en fait, on était dans une situation absolument terrible, absolument inédite, et que du coup, évidemment, j'allais dire, l'intérêt de remplir le fichier Excel, le médecin le voyait plus. Et voilà, donc grâce au CNRS, on a monté une équipe d'une bonne dizaine de chercheurs et enseignants-chercheurs. Après, à l'heure des charges, pour corriger un petit peu ma saillie un peu facile, ça avait été dimensionné pour des situations habituelles. Exactement. La pandémie a pris tout le monde de court dans tous les domaines. Donc ces données qu'on traitait avec Excel, à un moment donné, Excel est dépassé, il va falloir en mettre en place un système beaucoup plus robuste. Et voilà, donc on a monté un entrepôt de données à nous tout seuls, avec nos petits bras, en 15 jours. Alors, nos petits bras quand même d'experts, mais voilà, il a fallu vraiment recenser de façon systématique, retrouver des nomenclatures internationales claires des différents médicaments justement qui étaient réutilisés, il n'y avait pas de nouvelles molécules, se rendre compte justement que, je vais vous prendre un exemple hyper simple, par exemple l'âge des patients, ce qu'on appelle les critères d'inclusion, l'âge du patient. Tantôt c'est 18, tantôt c'est 18Y, tantôt c'est supérieur à 18, tantôt c'est plus 18. Ça va. L'informaticienne que je suis n'a pas trop de mal à imaginer comment est-ce que ça va se coder. Mais on a eu des cas un petit peu plus compliqués, par exemple des descriptions justement des critères d'exclusion. Alors, pas de femme enceinte, par exemple, pas de personnes avec une maladie cardiaque, et des cas un petit peu plus durs, pas de personnes ayant besoin de tel type d'oxygénation sous tel... ça y est, ça devient du texte. Comment on l'encode, ça ? Voilà. Donc, c'est là où on a fait appel à des collègues qui étaient justement experts de ce qu'on appelle le TAL ou le text mining. Donc tout ce qui est extraction d'informations à partir de texte pour justement découvrir les bons mots-clés et harmoniser le tout, uniformiser, intégrer. Et en fonction de quels critères vous aviez un cadre à inventer là aussi, ou vous vous fondiez sur des choses que vous connaissiez déjà un peu carrées, on dit on va tous travailler selon ce modèle, ou c'était fourni par Cochrane, ça se passait comment ? Alors il y a eu un peu des deux, j'allais dire, donc moi déjà et l'équipe que j'avais, en arrivant, les essais cliniques, c'était pas quelque chose qu'on connaissait très bien. On connaissait comme le commun des mortels, mais pas plus. Par contre, dans ces données-là, il y avait vraiment un certain nombre de particularités qu'on avait déjà gérées et finalement, ça ressemblait très fort à des projets et des gros projets que j'avais déjà gérés. Donc du coup, j'allais dire, la partie informatique, elle faisait pas peur. On a assez rapidement vu ce qu'il fallait faire. Et je pense même si vous allez peut-être me trouver arrogante, mais je pense qu'on est allé plus vite que si on avait mis une série d'industriels dessus qui auraient été peut-être plus experts que nous sur de la gestion de données classique, mais moins interdisciplinaire, justement.
Je pense que notre force ici, ça a été de savoir piloter une équipe interdisciplinaire large. Donc, donnez un exemple. Vous êtes l'informaticienne de la bande. Il y avait qui avec vous ? Alors, je suis l'informaticienne donnée. Avec moi, il y avait des personnes qui étaient plus sur le traitement de la langue. Il y avait des personnes qui étaient sur la visualisation de ces données. Il y avait des personnes qui étaient sur tout ce qui était au niveau du web, le web scrapping, le fait d'extraire à partir d'une page web, finalement, le contenu d'une page. Il y avait des personnes en machine learning, en IA, justement, à prendre, en fait, finalement, des régularités dans ces données. Il y avait des statisticiens. Voilà, il y avait tout ce genre de compétences qu'il fallait réunir. Comment on fait pour gérer ? Parce que vous disiez tout à l'heure, tendre l'idéal vers lequel on doit tendre, pardon, c'est l'interdisciplinarité, mais il y a les égos, il y a les habitudes de travail. Là, vous décrivez une équipe qui travaille en stress continu, avec une obligation de délivrer, parce que ces informations, elles vont être fondamentales pour la suite, puisqu'on parle d'une donnée de santé, ça veut dire que ça a un impact sur la vie de beaucoup de gens. Racontez-nous un petit peu, ça c'est du management humain. Ouais, bah c'était dur. Mais je pense que pendant 15 jours, on n'a vraiment quasiment pas dormi. On était sans arrêt en petits messages et autres, les uns les autres. Et à chaque fois qu'on revoyait Isabelle Boutron et son équipe, c'était comme reprendre un bol d'oxygène, parce qu'on voyait l'impact de ce qu'on faisait. Et donc ce côté impact... Ils agrégeaient vos données au niveau mondial, d'ailleurs ? Oui, d'accord. Ça remontait... Et donc vous êtes obligé d'avoir une même nomenclature pour tout le monde ou... Tout à fait. On a réharmonisé en fait l'intégralité des essais cliniques de l'OMS. Ah, en toute simplicité. En toute simplicité. Parfait. En 15 jours. Après, je vous rassure, on a dû continuer à travailler là-dessus. Je rappelle que vous avez 28 ans et que vous êtes bien fatigué depuis 4 ans, là, depuis cette expérience un petit peu difficile. Je ne fais pas mon âge. Et c'est pour ça que vous appuyez sur l'interdisciplinarité, en vous fondant sur cette expérience de dire, si on a pu le faire en fédérant toutes ces équipes-là, et avec cette efficience au bout, et a fortiori sur une donnée de santé, je veux que ce soit reproductible, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le généralise. Exactement, oui. Donc ça, c'était une expérience. Après, on en a vécu d'autres. Alors, vous le disiez en introduction, je suis directrice adjointe de l'Institut Dataya. Dans cet institut, bien sûr, les données de santé jouent un rôle, mais cette interdisciplinarité, elle est présente dans d'autres types de données. On a des personnes qui vont travailler en interdisciplinarité avec des physiciens, avec des personnes qui travaillent sur des données d'environnement ou d'écologie. Voilà. Donc l'interdisciplinarité, moi je la vis du côté des données de santé, mais d'autres la vivent sur d'autres types de données. On a mentionné rapidement l'IA qui fait partie de votre labo. C'est un buzzword, on parlait de quantique et tout ça. Et est-ce que c'est effectivement un buzzword ou sur les données de santé, ça a une application particulière, une efficience particulière ou toujours pareil, c'est un outil Ah non, je pense que c'est vraiment une révolution. Ah, à ce point ? Ah oui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a rarement été capable justement d'avoir collecté, d'avoir centralisé autant de données que ce qu'on a aujourd'hui. Et que finalement, l'apprentissage artificiel, donc tout ce qui est machine learning et autres, nous permet de gagner du temps, de laisser à l'humain ce que l'humain doit faire et de laisser à la machine ce que la machine peut faire bien plus vite que nous. Alors, si vous m'autorisez, j'allais dire quelque chose que souvent les gens ne comprennent pas sur l'intelligence artificielle, c'est que sans expert, l'IA, elle fait rien. Une intelligence artificielle, typiquement, si on veut regarder par exemple une radio et puis détecter des tumeurs, l'IA, pour qu'elle marche bien, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de médecins, et certains étant grands, qui est justement sur des milliers d'images, dit ici il y a une tumeur, ici il n'y en a pas, etc. C'est ça qui fait que l'IA peut apprendre. Si demain on n'a plus cette information-là, les IA, elles apprennent plus rien de nouveau. Elles savent détecter ce qui existe déjà, mais il n'y a rien de nouveau. Elles ont un seuil d'excellence qui sature. Qui sature. Ouais. Donc si on dit à tous les radiologues, c'est fini, c'est pas la peine de t'entraîner les yeux sur les différentes radios, on va dans le mur. Donc, on est quand même dans un monde dans lequel il faut... Mais est-ce qu'ils accepteront d'être les supplétifs de l'IA pour dire on vient compléter son manque de données là et il faut que tu maintiennes quand même ton niveau de connaissance. Or, si l'IA les a aidés sur des cas les plus banals, ils vont peut-être baisser en compétences. Vous voyez, ce serait l'inverse d'un cercle vertueux ou... Non, je pense vraiment pas. D'abord, au niveau légal, aujourd'hui, l'IA, elle peut au plus faire de l'aide à la décision. En aucun cas prendre une décision, dans aucun des domaines. Donc ça, là-dessus, on peut être tranquille. Après, non, je pense sincèrement que l'IA, elle va être un petit plus, elle va donner un boost, une aide, mais en aucun cas, elle remplacera l'expert. Vraiment, on le voit au quotidien. Par contre, elle fait gagner un temps fou. Donc sur l'expérience Covid, sans IA, c'était pas possible de faire ça en 15 jours.
on aurait été plus lent. C'est pas le cas dans lequel l'IA a été la plus présente, mais quand même, on aurait été beaucoup plus lent. On parlait, quand on a préparé cet échange, de crise de la reproductibilité, j'ai réussi à le dire. Bravo. Et à l'époque, je n'avais pas réussi. Ouais. De quoi on parle, là, quand on parle de reproductibilité? Non, c'est un peu comme pseudonymisation. Il y a des mots comme ça. Il faut pseudonymiser les données. Non, on en parlera après. On en parlera après. Alors, la reproductibilité, oui, c'est quelque chose qui va, en fait, justement, en particulier avec le fait qu'on a de plus en plus d'outils numériques qui sont à notre disposition, eh bien, on va se retrouver dans un monde dans lequel, finalement, il faut s'assurer qu'une analyse, une expérience que l'on fait est bien reproductible dans le temps, qu'elle va donner le même résultat. Alors, si je prends un exemple que les jeunes de cette salle peuvent bien connaître, quand on n'est pas dans l'informatique, mais par exemple dans la chimie, on a tous vécu ce petit TP où l'enseignante vous dit allez, mets tel et tel élément dans ton petit bécher, touille un coup, et puis tu vas voir un précipité bleu va apparaître. Et puis, il n'apparaît pas. Alors, on se rend compte que le bécher n'était pas très propre, que les conditions expérimentales qui devraient faire que normalement le précipité est bleu n'y sont pas. Et ça aide, parce que du coup, on se rend compte quelles sont finalement les conditions à minima qu'il faut avoir remplies finalement pour être sûr qu'une expérience donne le résultat qu'elle doit donner. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. Et puis maintenant, on utilise du numérique. Et là, face à une machine, on est intimement persuadé que si on lui demande 2 fois la même chose, à 3-4 mois d'écart, ça va renvoyer la même chose. Mais sauf que non. La reproductibilité numérique, elle est aussi complexe. Parce que sur nos machines... Pourquoi il peut y avoir une variance alors que le numérique, on pense que... Et voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on travaille, par exemple, quand on code, on travaille sur des librairies qui évoluent. En fait, de moins en moins, on écrit nous-mêmes du code, on réutilise du code déjà utilisé, ce qui est déjà construit, ce qui est super intéressant. Mais si ce sur quoi vous vous basez bouge, du coup, ça bouge le tout. Voilà. Et vos systèmes d'information, votre machine, en fait, elle se met à jour, quel que soit votre système d'exploitation, ça modifie des petites choses. Et donc, on peut se retrouver dans un contexte dans lequel on n'a pas de reproductibilité numérique. Et dans ce monde dans lequel le numérique est présent, c'est très important, comme tout à l'heure, d'être capable de dire, voilà la liste des conditions nécessaires et suffisantes qui font que le résultat que j'ai obtenu, il est tel qu'il est. Un autre aspect avec les données de santé, qui est à l'intersection de votre domaine et du domaine du droit, c'est, on dit toujours, oui, mais voilà, mes données de santé, c'est précieux, c'est important. Vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, on demandait peut-être trop souvent le consentement à des gens qui avaient déjà consenti au départ à faire partie d'un essai clinique, c'est de dire, ces données de santé, c'est sensible. Si mon assurance, elle a accès à ces données, qu'elle voit que j'ai eu ça ou ça, comment on peut faire ? Vous m'avez dit que là aussi, on a tous une contradiction en nous, c'est-à-dire qu'on est capable de partager tout un tas de données sans se rendre compte, mais ça là, on est d'un seul coup hypersensible. Là, c'est à l'informaticienne que je demande, est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Est-ce que... Alors là-dessus, la législation, elle est bien. Le RGPD, d'accord, le règlement justement sur la protection des données, il nous protège particulièrement bien au niveau européen. Et j'allais dire, la France a rajouté une couche justement avec la CNIL qui fait qu'on est 2 fois protégé. Concrètement, aujourd'hui, tout ce qui va être assurance et autres, les assureurs vont bien sûr avoir besoin d'accéder à vos données de santé pour vous rembourser, sinon ça va être un petit peu compliqué pour une mutuelle de vous rembourser. Par contre, lorsque vous contractez un prêt bancaire, vous n'allez pas du tout... l'assurance n'a pas la possibilité, naturellement, de piocher, même si c'est elle qui assure vos remboursements, dans ce type de données. C'est à vous de remplir l'ensemble des informations et autres. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout et que de la même façon qu'on donne un certain nombre d'informations à sa banque, on donne un certain nombre d'informations à ses assureurs et qu'ensuite, elles n'ont droit d'être utilisées que dans des contextes qui sont régis par la loi. L'autre peur pour les données en général, et a fortiori pour des données de santé, même si on sait qu'elles doivent être hébergées normalement en France de façon souveraine avec des conditions particulières, on se dit oui, mais elles vont partir aux États-Unis, Amazon ou Google vont tout savoir de moi. J'en ris, mais en même temps, c'est des préoccupations, on l'entend quand même. C'est pas que dans l'air du temps. Ah non, c'est une vraie problématique. Bon, là, du coup, vous m'obligez à dire ce que vous voulez que je dise. Donc, effectivement... non, pas du tout. Effectivement, il y a...
Il faut que j'arrive à faire vite. Donc non, pas vite forcément, c'est juste qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit, c'est tout. Le temps, on le gère. Ouais. D'accord. Donc en fait, voilà, les données de santé aujourd'hui, comme elles sont nombreuses, mais c'est pas la Caisse nationale d'assurance maladie qui va pouvoir les gérer à elle toute seule. Évidemment, elle les stocke et là, il n'y a pas de problème. Il y a un autre cliché qui dit on a la plus grosse base de données de santé du monde et on n'en fait rien. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, les données de la médicale de façon générale, elles sont bien stockées. Après, l'idée a été de dire, et elle n'est pas mauvaise du tout cette idée, que finalement, ces données de santé, il fallait aussi potentiellement pouvoir justement y accéder mieux. Pour y accéder mieux, on a construit une entité qui s'appelle le Health Data Hub, le HDH, qui est un petit peu, j'allais dire, polémique aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, je l'assume. Microsoft. Voilà, qui va demander en fait finalement à ses utilisateurs et donc typiquement justement au niveau des données de santé, de recopier les données dans leur cloud, et ce cloud, il est géré par Microsoft Azure. Et ça, c'est pas un problème de la CNIL, parce que concrètement, juridiquement, il n'y a pas de problème, mais c'est un énorme problème de souveraineté. Puisque finalement, concrètement, on est en train d'utiliser des serveurs américains pour y stocker des données de santé. Alors là où je vous rassure, c'est que justement, un certain nombre de professionnels de santé de différents bords, face à cette problématique-là, n'utilisent pas cette structure pour pouvoir justement faire leurs recherches. Mais on sait que les Américains n'ont pas franchement peur de l'extraterritorialité, d'aller piocher, parce que ils ont des lois sur le numérique qui leur permettent d'étendre leur... Peut-être, mais qu'on soit bien clair, ce n'est pas les quelques pétas dont on est en train de parler, des données de santé qui feraient peur à nos grands groupes bancaires, par exemple, qui en gèrent facilement 10 à 100 fois plus, et qui aujourd'hui ont des clouds souverains qui fonctionnent particulièrement bien. Donc quand je lis... Oui, mais elles sont sensibles, ces données-là, c'est bien pour ça qu'on en parle. Mais les données bancaires aussi, elles sont sensibles quand même, vous êtes d'accord? D'accord. Et en plus, on les stocke sur 10 ans, parce qu'il faut pouvoir garder justement des informations. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ignore personnellement pourquoi aujourd'hui on n'a pas de solution de cloud souverain qui stocke les données de santé. Pour moi, j'ose dire, c'est un problème administratif / politique, mais en aucun cas c'est un problème technique ni d'incapacité française de gérer ce type de données. Au fait, Sarah, de votre aventure Covid avec le CNRS, vous avez été récompensée. Ils ont été sympas avec vous? Ils ont été super sympas. Ils m'ont donné la médaille d'argent. Alors, je ne l'ai pas encore autour du cou, on ne me l'a pas remise. Et puis, je crois qu'elle est un peu grosse. Ah oui, quand on est sur le plan symbolique, il faut y aller franchement. Voilà. Mais le CNRS, ils sont toujours hyper sympas. Bravo. Écoutez, on vous applaudit, Sarah Cohen-Boulakia. Merci en tout cas. On va prendre vos questions. N'hésitez pas à participer avec nous. Même si le potentiel d'attractivité de Sylvie Rotaillot a joué. Ah non, on va vous donner un micro, monsieur, de façon à ce que celles et ceux qui nous suivent sur Internet... D'abord, monsieur devant, vous pouvez vous lever, qu'on vous voit en majesté. Merci. Et, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Et ensuite, monsieur. Voilà, non, simplement, moi j'ai rempli soigneusement mon dossier de santé sur la CPAM en mettant tout ce que je savais, etc. Et je voudrais savoir si je dois aller à l'hôpital, etc., est-ce que le médecin qui me traitera pourra ouvrir ce dossier et justement me soigner avec ça? En toute sincérité, je ne sais pas vous répondre. Parce que c'est typiquement le genre de choses, justement, que c'est plus les professionnels de santé. Moi, étant chercheuse, je connais les démarches qu'il faut faire au niveau de la CNIL, etc., pour accéder à des données, mais qui vont être, ce qu'on disait tout à l'heure, pseudonymisées. C'est-à-dire qu'en aucun cas, moi, je ne peux accéder à vos données avec votre nom, avec votre date de naissance, etc. Je n'aurai qu'un pseudo. Et toutes les lignes qui vous concerneront seront associées au même pseudo, mais en aucun cas, je saurai qui vous êtes. Il y a le carnet de santé numérique qui a été créé par le gouvernement avec un opt-in, opt-out. Enfin, automatiquement, si on était tous inscrits potentiellement, il fallait exprimer le fait qu'on ne voulait pas y être. Et là, les professionnels de santé peuvent le renseigner. Alors oui, de là à dire que d'un professionnel de santé à l'autre, sur un certain nombre de cartes ou autres, ça marche effectivement. Je sais pas, j'ai une tendance à penser que je parierais pas dessus, mais je peux me tromper. Monsieur, avec un micro, on va vous donner un micro. Sinon, non, c'est pas ça. C'est qu'on peut pas vous voir. Il y a des gens qui nous regardent sur Internet. Et il faut qu'ils entendent votre question. J'ose un peu, mais je n'étais pas là au début, mais je voulais savoir, c'est quoi la différence entre l'IA et Excel, par exemple?
Entre eux, pardon. Je ne sais pas si c'est dans le sujet, en fait. Entre Si, l'IA, allons-y. là, on parlait de... Ouais. Oui, sur les données de santé. L'IA et Excel. Oui, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est un rapport, en fait. Je voulais annuler ma question. Non, elle n'est pas annulée et Sarah est tout terrain, elle va vous répondre. Alors, quand vous prenez un fichier Excel, en fait, vous collectez des données dans un format particulier. Et ensuite, que ce soit ce format Excel ou un autre format, une base de données plus robuste ou autre, dans tous les cas, ça, c'est un format de stockage. Après, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'à partir de ces données, elle va chercher, par exemple, des patterns, des similarités entre les données qui sont présentes. Donc, j'allais dire, Excel, c'est un format de stockage. C'est comme ça que vous représentez vos données. L'intelligence artificielle, elle va vous permettre de faire une analyse. Elle va vous dire finalement, ces données, si elles représentent des patients, tous les patients qui ont un cancer en stade 3 sont tous dans ces données-là. Ils ont tous plus de 65 ans, c'était tous des hommes, bref, un certain nombre de patterns de ce type. Monsieur, on vous donne un micro. Merci. Merci pour la conférence. J'avais une question, c'était, vous me contredirez peut-être, vous me traiterez même de menteur, mais c'était concernant le fait que vous disiez qu'il n'y aurait pas forcément d'IA qui soit capable de faire plus que des experts quand ils regardent des images médicales, etc. Et oui, voilà, c'est ce qui m'avait semblé passer à un endroit, je sais plus où. Il y a quelques IA qui sont capables de repérer certaines tumeurs, Si etc. j'ai dit ça, je l'ai mal dit. Okay. Non, bien sûr. Une IA, quelle est sa force? Elle apprend. Donc, vous lui montrez, non pas, comme le voit un médecin, 50, 60, 100, 200 radio avec, ou IRM avec la tumeur entourée, mais des milliers et des milliers, issus de l'expertise non pas d'un ou deux médecins, mais de centaines et de centaines. Donc elle, ce qu'elle va faire, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va être capable de vous fournir quelque chose qui est justement, d'une certaine façon, une vue gros grain, capable d'intégrer l'ensemble de ces visions-là. Donc évidemment, elle est un petit peu un super expert. Ce que je veux dire quand je dis que l'IA ne peut pas remplacer l'expert, c'est qu'on voit de plus en plus, d'abord, les machines changent. Donc du coup, le grain associé aux images ou autres, il va évoluer. Vous pouvez avoir des artefacts qui apparaissent sur une image, c'est-à-dire, je sais pas, un pixel noir qui est positionné de façon... vous, en tant qu'humain, en tant qu'expert, il va rien vous faire, ce pixel noir. Statistiquement, il va peut-être changer la forme de l'image, par contre. Donc pour l'IA, ça peut être quelque chose qui va être particulièrement déroutant. Donc le bon sens, une IA, elle en aura jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Une IA, elle apprend, mais... voilà, un enfant, il suffit qu'il ait vu 3 chiens dans sa vie pour pouvoir, quand il en voit un 4e, dire chien. Une IA, quand elle en a vu 3, ça suffit vraiment, vraiment, vraiment pas. Elle doit en voir des millions. Oui, on va vous passer là aussi un micro, monsieur, au deuxième rang. Vous pouvez vous lever qu'on vous voit. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais une question. Alors on sait que l'IA date depuis très longtemps, mais elle est plus en vogue ces derniers temps. La question est la suivante. Quelle est votre vision de l'IA par rapport aux données de santé dans 5 ou 10 ans ou sur le long terme? Merci. Je souris, pas parce que votre question est bête, mais parce qu'on me l'a posée dans un contexte, j'allais dire, un peu très challenging. Je pense sincèrement que l'IA, c'est aujourd'hui un des moyens pour faire de la prédiction de façon beaucoup plus massive, de s'adapter justement à des particularités que vont avoir des patients. Si on prend par exemple le Paris-Saclay Cancer Cluster, qui est donc un biocluster avec l'Institut Gustave Roussy qui est monté sur Paris-Saclay, on voit très très nettement qu'on a un certain nombre de startups qui se montent dans ce domaine, justement. Donc j'allais vous dire, oui, c'est mieux prédire des maladies. Alors on pourrait même aller dans la santé jusqu'à mieux optimiser des parcours de soins, éviter que vous refassiez une analyse qui ne sert finalement plus. Vous voyez, l'IA, elle est vraiment partout. Mieux gérer la gestion des lits d'hôpitaux, mieux gérer le routage des patients dans les différents hôpitaux. Voilà, on peut avoir vraiment des impacts extrêmement forts. C'est juste un petit peu dommage qu'aujourd'hui on y accède aussi difficilement à toutes ces données. C'est votre credo du début de l'intervention. Est-ce qu'on a encore une question?
Oui, là, on va vous passer un micro. Si vous pouvez vous lever. On est embêtant, mais les gens vous voient sur Internet et vous jugent. Tout le monde est jugé En sur toute Internet. simplicité. Alors que nous, ici, on est bienveillants, vous voyez. Merci pour cette excellente présentation. Moi, je voulais rebondir par rapport à l'activité que vous avez en lien avec Cochrane. C'était pourquoi? Pour faire une méta-analyse, c'était ça? Pour faire une méta-analyse de tous les essais et voir s'il y en avait un traitement qui sortait mieux que l'autre? Exactement. Alors, j'allais dire, ils avaient un double objectif. Le premier, c'était, à terme, c'était de faire une méta-analyse. Mais il y avait aussi l'idée d'essayer, on y a cru, de tenter de donner des retours sur ce qui, à un moment donné, au début, marchait ou ne marchait pas. Parce qu'on a vu arriver, on va pas citer de molécules, mais enfin bon, on a quand même vu les médias nous parler d'une certaine molécule, là dans le sud de la France, là, si ça vous dit quelque chose. Vous avez dû évacuer des données marseillaises? Oui, on en a eu beaucoup des données marseillaises. Mais pas que, hein. Les Parisiens aussi, ils en ont mis beaucoup de ces données-là, avec cette molécule-là, et partout dans le monde. Et donc, ça, typiquement, nous, on l'a vu. J'ai beau ne pas être médecin, j'ai vu arriver les lignes et les patients qui étaient donc traités, j'ose le dire, à l'hydroxychloroquine ou un certain nombre de dérivés, et où en fait les résultats n'étaient pas bons. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir dire, avec ces données qu'on voit arriver, on doit pouvoir lever un drapeau, faire remonter le fait que stop. Voilà, ça a été un des objectifs. Alors, j'allais dire, dans cette crise Covid, là où on n'a pas eu de chance, parce qu'on ne pouvait pas voir. C'est toujours plus facile après coup, hein, de se poser de poser une réponse. C'est que finalement, les essais cliniques, ce qui était super, c'est qu'ils ont eu des autorisations très vite, mondialement très très rapides, pour soigner les patients. Par contre, les quelques semaines qu'il fallait quand même pour monter et faire valider l'essai clinique, hein, on ne fait pas n'importe quoi, elles étaient en fait de trop, et donc le temps que l'étude soit prête, même si ça prenait que quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, la vague, elle était généralement redescendue. Et donc l'essai clinique qui était prévu pour la vague 1, sur un certain variant, en fait, allait être utilisé sur la vague 2, où, manque de peau, le variant n'avait pas exactement les mêmes caractéristiques. Et donc, dans les choses qu'on a vues arriver qui n'étaient pas prévues, c'est le changement complètement dingue, justement, des paramétrisations de ces essais cliniques, où de temps en temps, on voyait un nouveau traitement arriver, alors qu'il n'avait pas été déposé en tant que tel, où les critères de jugement, c'est-à-dire ce qui permet de dire si l'essai a marché ou pas, bougent. Oui, parce que pour pouvoir, justement, faire une méta-analyse, il faut pouvoir comparer, justement, avec un même critère, ces différents essais. Si d'un côté, vous avez le nombre de morts à 8 jours, et de l'autre côté, vous avez le taux d'oxygénation à 5 jours, comment vous voulez dire laquelle des deux molécules est la meilleure? On ne peut pas. Et donc, voilà, il y avait tous ces enjeux-là dans des temps courts, et vous vous doutez que ce n'est pas moi, informaticienne, qui les ai montés. Moi, j'ai donné les moyens aux médecins de faire. Mais du coup, l'intelligence artificielle, c'est une aide précieuse, parce qu'elle a une puissance que nous, on n'a pas. Alors... Non. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est en fait, elle voit de manière assez globale ce que nous, on ne pourrait pas voir. Elle a une puissance que peut-être que nous, on n'a pas. L'intelligence artificielle, on va lui dire, ça c'est un traitement Covid de bonne qualité qui marche bien, ça c'en est pas un. Ça c'est un cas positif que je veux que tu retiennes, ça c'en est pas un. Donc voilà, on va lui donner en entrée finalement un certain nombre d'annotations sur des données, donc un certain nombre de données positives. Et de là, elle, statistiquement, et purement statistiquement, elle va dire, tiens, toutes les données qui ont un oui là, elles ont ça comme point commun. Et le problème qu'on a dans l'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez avoir, j'allais dire statistiquement, beaucoup de grosses bêtises. C'est-à-dire que c'est vrai que sur ce jeu de données, les données, elles avaient ce point commun, mais c'est pas gagné, c'est pas du tout... Comment dire, ça peut être biaisé, ça peut être lié au fait que ce qu'on appelle le jeu d'entraînement, il a telle et telle caractéristique qui en fait n'est pas du tout représentatif d'un ensemble plus large de jeux de données. Donc l'IA c'est puissant, mais il faut savoir très bien l'utiliser et être conscient de ses limites. Exactement. Derrière, il nous faut des humains. Et des fois, un enfant de 3 ans, ça contredit une IA. Hein. Il faut être bien au clair là-dessus. Est-ce qu'on a une dernière question ? Oui, madame, on va vous donner un micro. Oui, bonsoir.
Oui. Vous avez parlé de pluridisciplinarité pour traiter ces données de santé. Et par rapport aux métiers d'avenir qui sont en train de se créer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'il y a des choses qui sont en train d'apparaître ? Bon, alors je vous remercie pour cette question. Je promets, je ne lui ai pas donné de billet, rien. Il se trouve que je suis responsable du master de bioinformatique de Paris-Saclay. On fête nos 20 ans, donc vous voyez, on ne l'a pas créé juste pour ça. Mais oui, je pense qu'un des enjeux majeurs de notre temps, c'est de mettre de l'IA en lien justement avec un certain nombre de métiers. On ne doit pas avoir que, dans les talents de l'IA, on ne doit pas avoir que des experts en maths et en info. Il nous faut des personnes qui soient justement aux interfaces. Et ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu des 15-20 prochaines années, de les rendre beaucoup plus larges. Bon, on a l'avantage que quand même nos décideurs sont au courant. Ils appellent ça, avec un drôle de nom, ça s'appelle les formations type IA plus X. Les autres, c'est cœur IA. Et dans leurs appels à projets, ils appellent ça des formations IA plus X. Donc voilà, c'est IA plus quelque chose, mais pas au sens juste je ne suis qu'utilisateur, mais je comprends les enjeux de l'intelligence artificielle face à un domaine d'application qui peut être l'énergie, qui peut être vraiment les données d'astrophysique, qui peut être vraiment particulièrement large. Merci, on vous applaudit. Merci beaucoup, Sarah. Et bien voilà, cette première édition du Paris-Saclay Summit s'achève. Merci à vous d'en avoir fait un succès, preuve que la science reste un sujet central dans la réflexion sur le devenir de nos sociétés. Merci aux équipes et à la rédaction du Point, merci à nos partenaires financiers et académiques. Et j'aimerais, si vous en avez la possibilité, qu'on applaudisse notre équipe technique qui est là-bas, derrière ce petit bocal, et qui ont assuré grave pendant ces 2 jours. Merci les amis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine sans faute pour une deuxième édition encore plus dingo. Bon retour, à bientôt.